Le phénomène de réchauffement climatique, qui est d'ailleurs plus marqué dans les régions polaires arctiques qu'en moyenne sur la Terre, commençait à préoccuper la communauté scientifique internationale. Et on s'est rendu compte que la glace pouvait jouer un rôle d'archive de notre environnement. La composition isotopique, que ce soit en hydrogène ou en oxygène de la glace, était une fonction de la température qui régnait dans le nuage, d'où la précipitation de neige qui allait construire la glace était issue. Comme il existe une très bonne corrélation entre la température du nuage et la température au sol, nous pouvions déterminer la température qui existait au sol au moment de la chute de la couche de neige. Par conséquent, les glaces pouvaient servir d'archives paléothermiques. Nous avions donc la possibilité, en réalisant un sondage profond dans les glaces polaires, de remonter dans le temps, et l'avenir a montré, par le programme EPICA, dont j'ai fait partie et qui s'est déroulé dans la fin des années 90, qu'on a pu remonter ainsi jusqu'à 800 000 ans. Et ce n'est pas terminé. Nous avons donc une archive de température jusqu'à 800 000 ans. C'était déjà quelque chose de très intéressant. Cependant, les glaces ont révélé un intérêt bien plus considérable. C'est la seule archive dans le domaine des sciences de la Terre, et quand je dis domaine de la science de la Terre, j'inclus l'atmosphère et l'océan, les sédiments océaniques par exemple, les glaces polaires représentent la seule archive où est conservée l'atmosphère du passé. En fait, la neige contient des pores. Dans ces pores se trouve de l'air atmosphérique. Et lorsqu'il y a fermeture des pores lors de la construction de la glace, l'air est piégé sous forme de bulles d'air occluses, qui datent évidemment du moment de formation de la glace. De ce fait, il suffit, c'est une façon de parler parce qu'il y a beaucoup de problèmes, mais enfin ça je ne veux pas aborder ici, mais il suffit donc d'extraire le gaz d'une couche de glace pour avoir la composition de l'atmosphère du passé. Et il se fait que la composition isotopique de la glace elle-même varie saisonnièrement, de sorte que plus négative en hiver, moins négative en été, de sorte que nous avions un binôme annuel. Il suffisait donc dans un sondage profond de compter les binômes et nous avions une datation absolue possible. Ainsi, par exemple, un glaciologue polaire est capable de vous sortir la glace de l'année 1320, différente de la glace de l'année 1321. Et d'autre part, nous avions évidemment l'enregistrement des gaz de l'atmosphère, et plus particulièrement ce qui était évidemment très important, des deux gaz fondamentaux qui jouent sur le climat, à savoir le dioxyde de carbone, lié évidemment au développement industriel et à l'ensemble des activités humaines, et d'autre part le méthane. Et donc nous avions là un enregistrement potentiel sur 800 000 ans, avec évidemment des résolutions différentes, tout n'était pas toujours aussi précis. Et ceci nous a amené, notre équipe à l'ULB, d'entrer dans les programmes européens de forage profond dans les glaces polaires. Parallèlement au développement de la modélisation, qui est certainement quelque chose d'important et qui s'est développé considérablement au cours des 10 à 20 dernières années, l'acquisition de données reste extrêmement importante. D'abord, ces données sont indispensables pour valider des modèles et d'autre part, par elles-mêmes, elles permettent de beaucoup mieux se rendre compte quels sont les facteurs qu'il convient de surveiller. Peut-être me permettez-vous de citer ici un exemple. On a analysé la composition de l'air des régions polaires en N2O, c'est-à-dire en protoxyde d'azote. Ce protoxyde d'azote est produit lors de la nitrification qui se produit dans les sols, notamment dans les sols agricoles, simplement à partir
de l'ammoniac. L'ammoniac est transformé en nitrate et dans ce changement, du N2O est dégagé. Or, ce protoxyde d'azote, ce N2O, est un très puissant gaz à effet de serre. On ajoute actuellement des quantités très importantes d'engrais dans les champs et ces engrais, évidemment, se transforment en nitrate, dégagent du N2O qui s'en va dans l'atmosphère et dont la teneur, évidemment, augmente. Alors on peut analyser la composition isotopique en N2O de l'atmosphère récemment dans les glaces polaires. Et on se rend compte, par exemple, que le N2O s'accroît et que la composition isotopique de ce N2O se modifie de manière telle qu'est inscrit comme mémoire dans la glace polaire l'influence de l'enrichissement des engrais au niveau global. Alors ce point est évidemment très important parce qu'on a pu calculer, par exemple, que, à la suite de cela, que l'accroissement de N2O résultant des engrais était susceptible de surcompenser le gain de production de CO2 lié à l'utilisation des biocarburants. De sorte que peut-être, ce n'est qu'une première étape, mais peut-être que l'utilisation des biocarburants n'est pas nécessairement une solution aussi radicale que celle que l'on pense actuellement. Il y a bien d'autres problèmes en ce qui concerne les biocarburants. Eh bien, tout ceci vous montre l'imbrication entre des recherches agronomiques, des recherches je dirais même appliquées, et d'autre part l'analyse des glaces polaires. Ça montre bien ce caractère interdisciplinaire. Je voudrais encore dire que dans des situations totalement différentes, les glaces polaires peuvent être des archives tout à fait intéressantes. Par exemple, si l'on mesure le plomb dans les glaces polaires, eh bien, on se rend compte qu'il y a un pic de plomb au moment de l'époque romaine, dans les glaces du Groenland. Et c'est simplement lié au fait que les Romains utilisaient une métallurgie du plomb relativement primaire, ils utilisaient beaucoup de plomb, et d'ailleurs, certains d'entre eux ont été atteints de saturnisme, et donc cela est enregistré dans les glaces polaires.